Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y en aura beaucoup comme celle-ci dans notre épisode de ce soir. Il était une fois, Zeus, le roi des dieux, eut une relation avec une femme, une mortelle. Il était coutumier du fait, et il avait engendré de nombreux enfants avec des mortels, y compris, longtemps avant, Persée, le grand-père de la jeune femme qu'il convoitait maintenant. Son nom était Alcmène. Ses yeux et son visage étaient aussi envoûtants que ceux d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Sa sagesse était également remarquable, et il était dit qu'elle pouvait satisfaire un homme comme nulle autre femme avant elle. Alcmène était marié à Amphitryon, mais ce n'était pas le genre d'obstacle qui pouvait arrêter Zeus. Amphitryon partit à la guerre, et Zeus saisit sa chance de tromper la jeune femme. En utilisant ses pouvoirs, il prit l'apparence de son mari, d'Amphitryon, et prétendit être rentré plus tôt que prévu de la guerre pour passer la nuit avec elle. Et c'est ainsi que Zeus parvint à ses fins. Il passa la nuit avec Alcmène, et la mortelle tomba enceinte. Mais à la fin de la même nuit, Amphitryon revint, le vrai Amphitryon, et Alcmène comprit qu'elle avait été jouée. Néanmoins, elle avait de la suite dans les idées. Alors elle coucha aussi avec son mari, et tomba une deuxième fois enceinte. Elle portait maintenant des jumeaux, de deux pères différents. Zeus avait aussi une femme, Héra, et quand elle apprit ce qui s'était passé, que son mari l'avait encore une fois trompée, elle entra dans un état de rage froide. C'était la fois de trop. Elle commença à détester l'enfant de Zeus, qui n'était même pas encore né, et elle élabora un plan pour se venger. Puisque Zeus était un escroc, elle le serait aussi. Le roi des dieux savait qu'Alcmène allait bientôt accoucher. Alors Héra alla le trouver et le persuada de prêter un serment, que le prochain mâle qui naîtrait dans la lignée de Persée serait déclaré grand roi. Zeus pensa qu'il allait attribuer ce titre à son propre fils, donc il fut heureux d'accepter, et il prêta serment. Dès qu'elle eut obtenu ce qu'elle voulait, Héra mit en marche la suite de son plan. Elle savait qu'un autre fils, d'une autre femme, allait bientôt naître dans la maison de Persée. Un garçon qu'on appellerait Eurysthée. Alors elle se précipita auprès d'Alcmène, et elle força la déesse de l'enfantement à rester auprès d'elle, avec les jambes croisées, pour bloquer l'accouchement. Les deux jumeaux, dans le ventre d'Alcmène, se retrouvèrent pris au piège. Ils ne pouvaient plus voir le jour. Ensuite, Héra fit naître prématurément Eurysthée, qui, en tant que descendant de Persée, devint donc automatiquement grand roi, en lieu et place du fils de Zeus, avec Alcmène. Le fils de Zeus n'aurait donc aucun titre, et Zeus serait ridiculisé pour sa naïveté. Elle aussi pouvait se jouer de lui. Sa vengeance assouvie, du moins pour le moment, elle laissa naître les jumeaux, et Alcmène donna naissance à deux fils, celui de Zeus, qu'on appela Alcide, et celui d'Amphitryon, nommé Iphiclès.
Alcmène était toujours terrifié de la vengeance peut-être encore à venir d'Héra. La déesse détestait cet enfant, Alcide, avant même qu'il soit né. Et qui sait ce que la colère d'Héra pourrait causer au reste de la famille. Alors, à regret, Alcmène l'abandonna. Elle le laissa dans la nature. Mais Athéna, la déesse qui intervenait souvent pour protéger les héros et les enfants des dieux, Athéna veillait. Elle recueillit le bébé et l'amena devant Héra, en sachant que la déesse avait aussi un instinct maternel. Et effectivement, quand elle vit Alcide, la colère de Héra tomba, et elle prit l'enfant pour le nourrir. Alcide était vigoureux, il tenait de son père, et il mordit si fortement le sein de la déesse que Héra finit par le repousser. Son lait maternel se répandit en gouttelettes dans le ciel, formant la Voie lactée. Ensuite Athéna reprit l'enfant et l'amena à ses parents mortels, Alcmène et Amphitryon, pour qu'ils l'élèvent. Héra l'avait épargné pour le moment, mais entre sa nature colérique et l'épisode où Alcide lui avait fait mal en tétant trop fortement son lait, elle ne portait pas l'enfant dans son cœur. Et effectivement, alors qu'Alcide grandissait, elle essaya de le tuer au moins une fois, en envoyant 2 serpents dans la chambre des jumeaux pour mordre Alcide. Mais l'enfant ne se laissa pas effrayer. Il attrapa les serpents, les secoua pour leur briser le cou, et commença à jouer avec leur corps. Mais ses parents craignaient encore pour lui, et dans une tentative pour apaiser la colère d'Héra, ils changèrent son nom. Alcide s'appellerait désormais Héraclès, la gloire d'Héra, dans l'espoir que ce nom calme la colère de la déesse. Et c'est ainsi qu'Alcide devint Héraclès, Hercule. Ça ne marcha pas. Héra restait enragée, et elle continua à harceler Hercule, enfant, puis adolescent, quand l'envie lui en prenait, jusqu'à ce qu'il soit adulte, et qu'elle décide de frapper un grand coup. Dans la ville de Thèbes, Hercule avait épousé la fille du roi, Mégara, fille du roi Créon de Thèbes. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants. Mais le bonheur d'Hercule et sa félicité d'avoir cette petite famille étaient insupportables à Héra. Alors, elle le manipula. Elle le fit magiquement tomber dans un état de rage incontrôlable. Il n'était plus lui-même. Et Hercule, dans sa colère, tua sa femme et ses 3 enfants. Quand la malédiction se dissipa et qu'il reprit ses esprits, Hercule réalisa ce qu'il avait fait, et il en fut dévasté. Il s'enfuit à Delphes pour visiter l'oracle de Delphes, la Pythie, qui pouvait discerner les fils du futur et aider à prendre des décisions. Héra restait insatisfaite, malgré tout ce qu'elle avait déjà fait subir à Hercule. Et pour enfoncer le clou, elle inspira la réponse de l'oracle de la Pythie. L'oracle dit à Hercule qu'il devait aller trouver Eurysthée, le grand roi, qui devait déjà son titre aux machinations d'Héra quand elle avait accéléré sa naissance. L'oracle ajouta que pour obtenir le pardon pour le meurtre de sa famille, Hercule devrait servir Eurysthée pour 10 ans et réaliser n'importe quelle tâche exigée par le grand roi. Hercule avait tout perdu. Il ne lui restait plus que le vague espoir de se racheter. Alors il s'accrocha à cet espoir.
Il partit pour aller trouver Eurysthée, et commença ainsi la série d'exploits qui forgerait sa légende, les 12 travaux d'Hercule. Et ce sont ces 12 travaux qu'on va découvrir ce soir, que je vais vous raconter, en les entrecoupant de quelques éclairages sur la mythologie et la société grecque. Comment les mythes étaient connectés entre eux, comment est-ce qu'ils étaient élaborés et racontés, qu'est-ce qu'ils nous disent de la société qui les a créés. Et surtout, je vais vous raconter les 12 travaux, 12 histoires, comme je viens de vous raconter les mésaventures d'Hercule depuis sa naissance. Donc c'est un grand voyage qui nous attend, qui nous emmènera dans des marécages sinistres où vivait l'hydre monstrueuse, jusqu'au jardin paradisiaque des Hespérides, en passant par le monde souterrain, celui des morts, le royaume d'Hadès, et encore bien d'autres lieux. Installez-vous confortablement, laissez la tension accumulée dans vos épaules s'échapper doucement, et n'hésitez pas à fermer les yeux quand vous le désirez. Si vous vous endormez, vous pourrez toujours revenir plus tard et reprendre l'histoire. Merci de vous abonner ou suivre la bibliothèque des rêves, de liker cet épisode si vous êtes sur YouTube, de commenter. Ça aide beaucoup à développer ce programme et ça me permettra de maintenir la publicité au minimum et de vous épargner les sponsors. Donc merci d'avance de vos petits gestes de soutien. Et maintenant, poursuivons notre histoire. Donc Hercule alla trouver le roi Eurysthée, qui accepta de lui confier des tâches, des travaux, pour lui permettre de se racheter. Et le premier d'entre eux serait de tuer le lion de Némée. Au nord-est du Péloponnèse, en Argolide, il y avait une ville qui s'appelait Némée, et ses habitants vivaient dans la terreur d'un énorme lion, monstrueux, qui ne pouvait pas être tué par des armes parce qu'il était protégé par sa fourrure magique, une magnifique fourrure dorée, mais qui résistait à tout. Ses griffes étaient acérées, coupantes comme les plus effilés des couteaux, et elles pouvaient transpercer n'importe quelle armure. Hercule espérait se débarrasser du lion à distance, en le criblant de flèches. Alors il en tira plusieurs, mais toutes rebondissaient sur le lion, sans lui faire d'effet. La fourrure magique jouait son rôle. Il fallait un autre plan. La nuit, le lion se retirait dans une grotte qui avait 2 entrées. Hercule bloqua l'une d'entre elles pour que le monstre ne puisse pas s'échapper. Il était armé d'une massue qu'il utilisa pour étourdir le lion. Sa peau le protégeait des armes tranchantes, mais pas de l'étourdissement provoqué par un choc. Et une fois le lion affaibli, Hercule entreprit de l'étrangler de ses mains nues, grâce à sa force qui était immense. Et c'est ainsi qu'il réussit à tuer le lion. Il essaya alors de s'emparer de sa peau, en l'entamant avec un couteau. Mais il n'arrivait pas à percer la peau, puisqu'elle était indestructible, même après avoir aiguisé son meilleur couteau. Alors Athéna, qui veillait toujours sur lui inspira l'idée d'essayer avec une des griffes du lion, parce qu'elles étaient les armes les plus coupantes au monde. Et ça fonctionna. Hercule fit de la peau du lion de Némée un manteau, une cape, qu'il commença à porter à partir de ce jour. Pour le reste de ses aventures, la peau du lion de Némée le protégerait des intempéries et de la plupart des armes.
Il retourna trouver Eurysthée en transportant la carcasse du lion sur ses épaules, ce qui surprit et aussi fit peur au grand roi. Il annonça à Hercule que ses futurs travaux seraient de plus en plus difficiles. Si vous avez vu des statues et des peintures d'Hercule depuis l'Antiquité, vous avez peut-être remarqué qu'on le représente très souvent avec sa massue et cette peau de lion. C'est la peau du lion de Némée. Dans cette première épreuve, il fait preuve d'un courage et d'une astuce qui sont typiques des héros grecs, avec aussi une bonne dose de force physique. Les dieux représentaient un concept ou un aspect de l'existence, du monde. Comme dans d'autres panthéons, les dieux grecs régnaient sur des choses, sur la guerre, sur le tonnerre, les mers, l'amour, la mort. Dans la mythologie, on les présente avec des caractéristiques et des caractères humains. Ils ont des sentiments, des passions, une personnalité, mais ils ne changent jamais. Zeus trompera toujours sa femme, Héra se vengera, Athéna protégera les héros, etc. Les héros sont plus proches des humains parce qu'ils ont un arc narratif. Typiquement, ils évoluent à travers des épreuves. Ils connaissent un voyage initiatique qui leur fait découvrir le monde et se découvrir eux-mêmes. Et ils construisent une réputation, un héritage qui leur survivra. Hercule, c'est un archétype de héros. Il coche toutes ces cases. Un autre héros typique, qui termine de façon plus tragique, c'est Achille. Il est le personnage principal de l'Iliade, dont je vous ai parlé plus en détail en racontant la guerre de Troie. Achille a des capacités surhumaines comme guerrier. Il est protégé par Athéna, mais il est aussi capricieux. Il peut perdre son humanité quand la rage l'aveugle. C'est ce qu'il fait quand il tue Hector, et il parade en traînant son corps pour venger la mort de Patrocle. Donc on le dépeint comme loin d'être parfait. Les principaux héros pouvaient aussi être vénérés comme des demi-dieux. On connaît leurs exploits et leur vie à travers la littérature grecque. Et avec cet arc narratif, leur personnalité qui évolue, leurs défauts, ils deviennent des modèles qu'on peut s'approprier, on peut se comparer à eux, dans notre imperfection, et tirer les leçons et les apprentissages de leurs aventures. Aventures qui ont en général un côté édifiant, en faisant ressortir ce qu'il faut faire et éviter de faire. Une théorie, c'est qu'après avoir reculé dans la culture populaire, après la fin de l'Antiquité, et avoir disparu de la religion, les héros ont été remplacés dans ce rôle psychologique, social, d'apprentissage, par les saints chrétiens. Que ce soit dans la tradition chrétienne, ou musulmane d'ailleurs, il y a des saints dont les vies sont exemplaires. Mais pas parce qu'ils sont nés parfaits, c'est parce qu'ils ont accompli un voyage, physiquement ou spirituellement, un voyage héroïque, au cours duquel ils ont triomphé de l'adversité. Adversité qui peut être représentée par les autres, les événements, leurs propres défauts ou inclinations. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert ou pu vivre leur foi, et aussi toujours accomplir des actes exceptionnels, des miracles, qui est une des conditions d'une canonisation. Donc évidemment, les saints ne sont pas des héros au sens classique, antique du terme. Mais peut-être que socialement, ils occupent une même fonction. Une fonction d'exemple, de référence, d'incarnation de ce qu'est une vie accomplie et vertueuse. En tout cas, les héros, dans l'Antiquité grecque et ensuite romaine, sont très connus. Ils font partie de la culture populaire. Ça ne sont pas du tout des vieilleries littéraires,
connue seulement de quelques érudits. On se raconte et on se transmet leurs histoires. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur la mythologie et la culture antique. Mais pour le moment, retournons aux travaux d'Hercule. C'est le moment du deuxième d'entre eux. Cette deuxième épreuve, c'est un piège tendu par Héra, qui poursuivait toujours Hercule de sa colère. Elle avait dressé un monstre horrible, juste pour venir à bout d'Hercule, l'hydre, et elle inspira Eurysthée pour qu'il exige d'Hercule d'aller tuer ce monstre. L'hydre était un monstre aquatique, qui ressemblait à un énorme serpent, mais avec plusieurs têtes. Son repère était un lac, le lac de Lerne, qui était aussi connu pour être l'une des entrées du royaume souterrain, le royaume des morts. Le monstre ne pouvait pas être approché, parce que même sa respiration était empoisonnée. Et la bête était tellement toxique que même sentir son odeur pouvait être mortel. Elle avait en plus une capacité effrayante. Ses têtes pouvaient repousser si elles étaient coupées. Dès qu'une tête était détruite, 2 nouvelles la remplaçaient. Et donc le monstre devenait de plus en plus puissant à mesure qu'on l'affrontait. Seulement des guerriers totalement inconscients auraient osé attaquer un monstre aussi terrifiant. Après avoir atteint le marais où se trouvait le lac de Lerne, le repère de la créature, Hercule se couvrit le visage avec un linge pour que les vapeurs empoisonnées ne l'affectent pas. L'hydre vivait dans une grotte, avec une source. Une grotte où elle restait la plupart du temps. Et elle n'en sortait que de temps en temps pour aller terroriser les villages de la région. Pour la faire sortir, Hercule tira des flèches enflammées vers la grotte, pour forcer le monstre à sortir de sa tanière et à l'affronter. Le combat commença. Hercule réussit à couper une tête, et puis plusieurs. Mais l'hydre avait son pouvoir de régénération, et chaque fois qu'il coupait une tête, 2 repoussaient. Le combat paraissait désespéré, et comme il n'avait pas de solution, Hercule dut reculer et s'enfuir. Victorieuse par abandon, l'hydre retourna dans sa tanière. Hercule comprenait qu'il ne pourrait pas battre l'hydre de cette manière. Alors il appela à l'aide son neveu, Iolaos, le fils de son jumeau. Iolaos était astucieux, et Athéna lui inspira une idée, celle de cautériser immédiatement les blessures de l'hydre avec du feu, quand ses têtes seraient coupées, pour empêcher qu'elles repoussent. Hercule et Iolaos retournèrent ensemble au repère de l'hydre pour l'affronter. Mais Héra veillait au grain, et en voyant qu'Hercule était maintenant sur le point de l'emporter avec cette astuce, elle envoya en plus un crabe géant sur la scène de combat, ce qui força Hercule et Iolaos à affronter 2 monstres au lieu d'un. Hercule écrasa le crabe, et à ce stade, l'hydre n'avait plus qu'une tête. La plus importante, une tête immortelle qui pouvait continuer à vivre même si elle était séparée du reste du corps. Athéna confia alors à Hercule une épée d'or, une épée magique, et d'un coup, Hercule trancha la dernière tête, qui maintenait la créature en vie. Ensuite, il cacha cette tête, toujours vivante, sous un rocher, et trempa ses flèches dans le sang de l'hydre pour en faire des flèches empoisonnées. Le deuxième de ses travaux était achevé, et une nouvelle fois, il en était sorti victorieux et plus fort qu'avant. Il retourna auprès d'Eurysthée pour sa prochaine mission.
L'hydre, comme le lion avant elle, étaient des créatures chtoniennes. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Il est souvent associé à la littérature de Lovecraft, l'auteur de romans d'horreur surnaturelle. Le terme chtonien, ça veut dire souterrain. En grec, il y avait différents mots, différents termes pour la terre. Un célèbre, c'est Gaïa, qui est le nom de la surface. Et un autre, c'était Chthon, qui voulait dire dans ou en dessous de la surface. Donc une créature chtonienne, ça veut dire qu'elle vient du monde souterrain, par extension du monde des morts. Il y avait des divinités chtoniennes aussi, Hadès, le dieu de la mort et le roi de ce monde souterrain, ou Perséphone, la fille de la déesse de la fertilité et de l'agriculture, Déméter, qui a été capturée, kidnappée par Hadès. Ces dieux chtoniens étaient vénérés et recevaient des sacrifices et des offrandes au même titre que les dieux olympiens, le panthéon gouverné par Zeus qui vivait sur le mont Olympe, mais différemment. Ça nous échappe souvent quand on lit ou qu'on raconte la mythologie grecque, parce que cette distinction a été oubliée, et les origines de cette distinction entre panthéon chtonien et olympien, entre les dieux du sous-sol et ceux de la surface ou des cieux, est mal connue. On connaît mal également les différences de rites entre ces dieux. Mais certains historiens pensent que ces déités chtoniennes étaient une sorte de persistance de la religion qui existait en Grèce avant l'émergence de la civilisation grecque. On pense que les proto-grecs, des populations d'origine indo-européenne qui s'installeront, se mélangeront avec les locaux pour bien plus tard faire émerger la civilisation grecque, arrivent au sud des Balkans et s'installent en Grèce au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose de leurs prédécesseurs en Grèce, ni comment chacune de ces populations, l'ancienne et la nouvelle, s'influencent mutuellement. Mais il est raisonnable de penser que les mythes et la religion de la Grèce antique portent encore des marqueurs, des traces de l'époque pré-grecque, pré-hellénique. Et une théorie, c'est que cette catégorie séparée, cette distinction qui est faite pour le monde chtonien, c'est qu'il s'agit justement d'un vestige de cette période. Mais retournons à nos travaux, puisqu'il en reste encore 10. Hercule avait triomphé de 2 monstres réputés invincibles, mais Eurysthée restait influencée par Héra et voulait autant qu'elle le voir échouer. Puisque tuer des monstres ne semblait pas suffisant pour que Hercule échoue, il changea d'approche et choisit un défi que Hercule serait sans doute incapable de relever. En Grèce, toutes les créatures fantastiques n'étaient pas des monstres. Il y vivait aussi une biche, la biche de Cérynie, qui appartenait à la déesse de la chasse et des animaux sauvages, Artémis. La biche avait des bois en or sur sa tête et des sabots d'airain. L'airain, c'est un terme un peu désuet qu'on voit parfois et qui est presque toujours synonyme de bronze. C'est un alliage de cuivre, d'étain et de zinc dans différentes proportions. Donc la biche avait des bois d'or et des sabots d'airain. C'était un animal inoffensif et craintif, mais aussi extraordinairement rapide. On disait qu'elle pouvait courir plus vite qu'une flèche en vol. Et donc, Eurysthée exigea qu'Hercule capture cette biche d'Artémis et la lui apporte. Le plan était machiavélique,
parce que d'une part, il était très improbable que Hercule parvienne à l'attraper. Nul n'y était jamais parvenu. Mais même s'il y parvenait, alors il attirerait sur lui la colère d'Artémis pour avoir attaqué un de ces animaux sacrés, et elle n'était pas réputée pour être clémente. Elle le punirait probablement par la mort. Donc, quoi qu'il arrive, Hercule était piégé. C'était décidé. Sa troisième épreuve serait de capturer cette biche. Il commença à la chercher dans les bois, et un jour, en se réveillant, il aperçut l'éclat des bois dorés. Vite, il se lança à sa poursuite. Mais à chaque fois qu'il approchait, la biche prenait de la vitesse et lui échappait. Les jours passèrent comme ça, et même les semaines. Hercule continuait à courir derrière la biche, autour de la Grèce, et même au-delà, jusqu'au pays des Hyperboréens, au nord de la Grèce. Les mois passèrent, et finalement, un jour, alors que tout autre que lui aurait depuis longtemps abandonné, sa persévérance fut récompensée. La biche eut une seconde d'inattention, et il en tira profit pour l'attraper. Elle était prise. Hercule retourna à la cour du grand roi avec la biche. Mais sur le chemin du retour, il rencontra Artémis et son frère Apollon. Il supplia la déesse de le pardonner. Il expliqua qu'il n'avait commis cette offense, qu'il n'avait capturé la biche, que parce qu'il y était contraint par son serment de faire repentance et de servir Eurysthée, et qu'il n'avait pas choisi lui-même cette épreuve, que d'autres la lui avaient imposée. Il promit de rendre l'animal dès qu'il l'aurait montré à Eurysthée. Artémis n'était pas aussi amère et rancunière qu'Héra. Alors, quand elle le vit sincère, elle le pardonna. Le plan d'Héra et d'Eurysthée pour piéger Hercule s'effondrait à nouveau. Quand Hercule présenta la biche à Eurysthée, celui-ci dut accepter son succès, et il déclara que la biche ferait désormais partie de sa collection personnelle d'animaux exotiques. Mais Hercule ne pouvait pas laisser ceci arriver, puisqu'il avait promis de relâcher l'animal. Alors, il accepta de la livrer, mais à condition qu'Eurysthée lui-même en prenne possession. Le roi s'avança, mais c'était une petite tromperie. Hercule libéra la biche juste avant qu'il s'en saisisse, et à une vitesse surnaturelle, la biche de Sérigny retourna se cacher dans les bois. Hercule reprocha à Eurysthée d'avoir été trop lent, et bien que personne ne soit dupe, c'est ainsi qu'il évita de manquer à sa parole envers Artémis. Il y a différentes versions de cette troisième épreuve. Dans d'autres, Hercule capture la biche quand elle est endormie, ou encore il la piège avec un filet. Parce que comme pour le reste de la mythologie, ces histoires ont été redites et réécrites sans cesse, déjà par des auteurs grecs et ensuite romains. Rome a adopté un grand nombre de mythes grecs. D'ailleurs, je vous raconte les travaux d'Hercule, son nom latin, plutôt que d'Héraclès, son nom grec, parce qu'en français on utilise plus Hercule par habitude. Originellement, les travaux d'Hercule étaient au nombre de 10, et peut-être même encore moins. Avec le temps, d'autres travaux, d'autres exploits sont ajoutés. Mais le fait que Eurysthée exige 10 travaux à Hercule était quelque chose de bien installé dans l'Antiquité à la période classique et hellénistique, du 6e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on parlait des 10 travaux d'Hercule,
mais il y en avait une douzaine qui circulaient selon les versions. Alors pour réconcilier tout ça, on invente que Eurysthée disqualifie 2 épreuves. Celle de l'hydre, qu'on a déjà vue, au motif que Hercule était aidé par son neveu, et une autre qu'on verra un peu plus tard. Et comme ça, on ne perd rien à l'histoire. Hercule doit bien accomplir les 12 épreuves pour en valider 10 et réussir son grand exploit. Le récit des épreuves varie aussi selon les auteurs et les traditions. Par exemple, certains personnages apparaissent dans l'un ou l'autre des travaux, et pas toujours les mêmes, comme les centaures par exemple, les créatures à moitié homme et à moitié cheval, et le plus sage d'entre eux, qui est immortel, Chiron, ou encore Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Et on va voir les centaures justement dans notre épreuve suivante, la 4e. Après ces 3 épreuves relevées, Hercule n'en était même pas à la moitié de sa peine, mais il était maintenant prêt pour le 4e de ses travaux. Un animal rapide n'avait pas pu le tenir en échec. Alors Héra et Eurysthée retournèrent à un animal dangereux. Sur les plateaux de l'Arcadie, un lieu où aucun humain sain d'esprit ne se serait aventuré, parce qu'il était plein de monstres, assoiffés de sang, au beau milieu de cette région sauvage, sur le mont Érymanthe, vivait un énorme sanglier. De temps en temps, il devenait furieux et il quittait sa montagne pour parcourir la campagne et ravager les champs. Le sanglier était dangereux, mais pas autant que les autres habitants du mont Érymanthe, un groupe de centaures dirigé par leur chef, Chiron. Les centaures étaient réputés attaquer quiconque s'aventurait sur leur montagne. Et certes, Hercule était fort, mais qu'est-ce qu'il pouvait contre des dizaines de centaures? L'envoyer chasser le sanglier d'Érymanthe, c'était donc l'envoyer à une mort certaine. Et c'est ce que Héra et Eurysthée décidèrent pour cette nouvelle épreuve. Eurysthée demanda à Hercule de capturer le sanglier. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Hercule avait pour ami un centaure, Pholos, qui vivait sur le mont Érymanthe. Et donc c'est en ami qu'Hercule y arriva. Pholos l'invita à manger dans sa caverne, et Hercule se régala. Puis il lui demanda s'il n'aurait pas du vin. Pholos en avait, effectivement, une amphore de vin qui lui avait été offerte il y a longtemps par Dionysos, le dieu du vin et de la folie. Il ouvrit l'amphore, mais aussitôt les autres centaures de la montagne en sentirent l'odeur, et ils se précipitèrent chez Pholos pour en avoir. Et là, ils commencèrent à boire et s'enivrèrent. Les centaures étaient seulement à moitié humains, et avec leur moitié animale, ils devenaient souvent incontrôlables, brutaux et dénués de raison. Ils aimaient la chair et n'avaient rien contre manger des humains. Alors ils attaquèrent Hercule, contre toutes les lois de l'hospitalité. Hercule dut utiliser ses flèches empoisonnées avec le sang de l'hydre, pour en tuer plusieurs et les faire s'enfuir. Une fois que les centaures se furent dispersés, Hercule alla à la grotte de Chiron pour lui demander conseil sur la meilleure façon d'attraper le sanglier. Chiron était très différent des autres centaures. Il était intelligent, sage et accueillant, et toujours de bons conseils.
Il recommanda à Hercule d'attirer le sanglier et de le faire courir dans la neige. Ça le ralentirait et l'épuiserait. Et ainsi fut fait. Hercule réussit à épuiser et à attraper le sanglier, à le ligoter et à l'amener devant Eurysthée. Le grand roi fut tellement effrayé par la bête qu'il se cacha dans une grande jarre et il supplia Hercule d'emporter le sanglier, ce que Hercule fit. Apparemment, tuer ou capturer des animaux ne viendrait pas à bout d'Hercule. Alors, 3 jours plus tard, quand il eut récupéré de sa panique, Eurysthée le convoqua pour lui donner un nouveau travail, d'une nature très différente. Il devrait aller nettoyer les écuries du roi de l'Élide, du roi Augias. Augias possédait les plus grandes étables de Grèce, et elles abritaient le plus grand troupeau connu. Ce bétail était en plus immortel et produisait une quantité énorme de déchets, si bien que la seule idée de nettoyer ces étables, ces écuries, était décourageante, et elles n'avaient jamais été nettoyées. Leur état était tellement repoussant qu'on ne pouvait plus y entrer, et elles étaient célèbres pour être l'endroit le plus sale de toute la Grèce. Une horreur. Hercule s'était couvert de gloire en tuant ou capturant des animaux fabuleux. Et Eurysthée comprit qu'il s'était trompé en lui donnant l'occasion de briller. Nettoyer ces étables repoussantes n'était pas seulement impossible, c'était aussi humiliant pour un guerrier. Alors qu'Hercule partait pour l'Élide, où l'attendaient les écuries d'Augias, Eurysthée se frottait les mains en pensant à l'humiliation que subirait le héros. Hercule demanda audience à Augias et lui proposa de nettoyer ses écuries. Le roi accepta, et il offrit même à Hercule 1/10 de son bétail, s'il parvenait à s'acquitter de la tâche en un seul jour. Une générosité superficiellement impressionnante, mais peu coûteuse, puisqu'il était évident que Hercule allait échouer. Mais tous avaient sous-estimé son ingéniosité. Au lieu d'essayer de nettoyer à la main les écuries, il utilisa les forces de la nature à son profit. Il y avait 2 rivières à proximité. Hercule creusa des tranchées pour les dévier et les faire passer à travers les étables. En quelques heures, l'eau avait tout emporté et les avait laissées comme neuves. Quand il retourna trouver Augias pour réclamer son dû, 1/10 du bétail, le roi réagit avec colère, affirmant qu'Hercule n'avait pas accompli le travail, les rivières l'avaient fait à sa place. Tous les fils du roi Augias supportèrent leur père dans ce refus, sauf un, Philée. Alors Hercule, qui était dans son bon droit, les tua tous, et il offrit le royaume de l'Élide à Philée. Ensuite, il retourna trouver Eurysthée. Mais comme Augias, Eurysthée refusa de reconnaître son succès, au motif que les rivières, et pas Hercule, avaient accompli l'exploit. Et en plus, parce que Hercule avait été payé avec tout ce bétail. Alors que la victoire contre l'Hydre était aussi disqualifiée, parce qu'il avait reçu de l'aide, Hercule avait accompli 5 exploits, mais seulement 3 étaient comptabilisés, ce qui lui en laissait encore 7 de plus à accomplir. Le thème principal dans ce 5e travail, bien sûr, c'est la supériorité de l'ingéniosité et de l'intelligence qui permettent de réaliser des exploits en utilisant la nature à son profit. Et ça, c'est un thème récurrent dans la mythologie grecque,
qui là aussi nous en apprend sur leur vision du monde. Cette idée que la nature peut être mise au travail, exploitée par l'homme pour démultiplier ce qu'il accomplit, ce qu'il produit ou sa qualité de vie. Cette idée aussi que la nature peut et doit être domestiquée par l'intelligence et la technique, c'est quelque chose de spécifique à la culture grecque. Évidemment, longtemps avant la Grèce classique, les hommes ont utilisé la nature à leur avantage, que ce soit avec l'agriculture, les outils, le feu. Les hommes l'exploitent, la consomment pour survivre et plus pour vivre mieux. Ce qui est nouveau avec les Grecs, c'est le fait de théoriser et de célébrer cette domination de la nature. Cette conception, ils l'ont transmise aux cultures méditerranéennes qui leur succèdent, en particulier aux Romains. Et elle est encore probablement un des traits de la culture occidentale, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a plus de 25 siècles, les prémices et la justification de cette exploitation ou de cette domination sur la nature par les hommes sont déjà dans les mythes grecs, et pas seulement cette anecdote des écuries d'Augias. Le mythe de Prométhée, par exemple, est à propos de la même chose. Prométhée qui transmet le feu aux hommes, c'est une métaphore pour la transmission aux hommes de la connaissance, de la technique, qui sont des leviers. En les utilisant, on peut en acquérir toujours plus et soumettre la nature. Il y a quelque chose de divin dans ce pouvoir. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si Prométhée vole le feu aux dieux. Ce pouvoir de progrès et de domination du monde, c'est ça son cadeau aux hommes. Maintenant, pour en revenir à notre histoire, cette ingéniosité d'Hercule va aussi lui servir dans son 6e défi. Pour cette nouvelle épreuve, Eurysthée envoya Hercule se débarrasser des oiseaux carnassiers qui nichaient et infestaient le lac Stymphale en Arcadie. Ces oiseaux étaient une vraie plaie pour toute la région. Leurs becs étaient d'airain, de bronze, leurs plumes de métal et tellement dures que les oiseaux pouvaient les lancer sur leurs victimes. Et pour couronner le tout, partout où il passait, cet essaim d'oiseaux polluait la terre avec ses déjections empoisonnées. Il s'était installé près du lac de Stymphale pour se reproduire et se multiplier. De là où ils avaient fait leur nid, ils lançaient des raids dans la campagne pour manger les récoltes, les fruits et parfois même les gens. Certains avaient tenté de les chasser, mais avec leur bec acéré et leurs plumes meurtrières et leur nombre, les oiseaux l'emportaient toujours. Donc ils avaient fait beaucoup de victimes. Les alentours du lac étaient en plus marécageux, et s'y aventurer, c'était prendre le risque de tomber dans des sables mouvants. Si bien qu'Hercule ne savait même pas comment atteindre le lac. Heureusement, Athéna veillait encore sur lui. Elle lui confia un crotale, un instrument à percussion qui faisait beaucoup de bruit, et Hercule comprit comment en faire bon usage. À distance des nids, il secoua le crotale, ce qui produit un bruit assourdissant et fit s'envoler les oiseaux, paniqués. Il commença alors à les tuer avec ses flèches empoisonnées. Il n'eut pas besoin de les tuer tous. Certains tombèrent et les autres s'enfuirent, abandonnant le lac pour toujours. Ce fléau des oiseaux était vaincu. Hercule ramassa quelques oiseaux morts comme preuve de son succès, et il retourna voir Eurysthée pour qu'on l'envoie accomplir le 7e de ses travaux.
Les 6 premiers travaux avaient eu lieu dans le Péloponnèse, le sud de la Grèce, excepté la poursuite de la biche d'Artémis, qui avait entraîné Hercule loin au nord. Alors, pour cette nouvelle épreuve, Eurysthée et Héra décidèrent d'envoyer Hercule loin, beaucoup plus loin, pour capturer le taureau de Crète sur l'île du même nom, le royaume du roi Minos. Depuis longtemps déjà, ce taureau terrorisait la Crète, et Minos n'y était pas étranger. Au début de son règne, il avait supplié Poséidon, le dieu des mers et aussi le protecteur de la Crète, de lui envoyer un taureau blanc, comme signe de son droit à régner sur le royaume de Crète. Lui, plutôt que l'un de ses frères. Poséidon lui avait envoyé ce taureau, plus grand qu'aucun autre taureau et blanc comme la neige. L'accord était qu'une fois sur le trône, quand Minos aurait démontré avec ce taureau qu'il avait la faveur de Poséidon et qu'il méritait de régner, l'animal serait sacrifié en l'honneur du dieu. Mais quand Minos vit le taureau, il le trouva si beau qu'il l'envoya rejoindre ses troupeaux. Et quand il devint roi, grâce au cadeau de Poséidon, il fit sacrifier à la place un autre taureau qui n'avait rien d'exceptionnel. Mais les dieux ne se laissaient pas tromper si facilement. Poséidon vit que Minos avait essayé de garder ce cadeau pour lui, et il décida de le punir. Il demanda à la déesse Aphrodite de faire en sorte que l'épouse de Minos, la reine Pasiphaë, tombe amoureuse du taureau, au sens le plus charnel du terme. Et Aphrodite s'exécuta, inspirant à Pasiphaë une attraction irrésistible pour l'animal. De la relation entre Pasiphaë et le taureau blanc naquit un être mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Et Poséidon ne s'arrêta pas là. Il rendit le taureau furieux, enragé, et le taureau blanc commença à parcourir la Crète, en semant la destruction sur son passage. Minos était désespéré, et il se rendit à Delphes pour consulter l'oracle. Il lui fut répondu qu'il devait construire un labyrinthe pour y placer le Minotaure, le fils de sa femme, et ainsi fut fait. Mais le père du Minotaure, le taureau blanc de Poséidon, continuait à semer le désordre sur toute l'île de Crète. Il détruisait les bâtiments, ravageait les vergers et déracinait les cultures. Minos autorisa Hercule à capturer et emporter le taureau, ce que Hercule parvint à faire grâce à sa force immense, et il l'envoya à Eurysthée comme preuve de sa réussite. Ce chapitre du mythe fait référence à un culte très ancien, celui du taureau qui était répandu en Crète et en Anatolie, en Turquie, longtemps avant la Grèce classique. On le sait grâce à l'archéologie. L'iconographie autour du taureau était abondante dans la culture crétoise, minoenne. Minoenne, c'est le nom de cette culture de la Crète avant son intégration au monde grec. Le taureau était un autre animal chtonien. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des cultes chtoniens auparavant. Et les mythes grecs, avec des taureaux, sont probablement un produit de cette intégration de la culture crétoise ou anatolienne à la sphère culturelle grecque. D'ailleurs, ce chapitre des aventures d'Hercule a été ajouté tardivement, après la plupart des autres. Peut-être justement parce que c'est un produit des liens qui se mettent en place entre la Crète et la ville d'Athènes, à l'époque classique. Un autre mythe très célèbre autour de la Crète
c'est celui du labyrinthe et son minotaure, mythe qui lui aussi reflète cette connexion, puisqu'il commence à Athènes, avec cette tradition d'envoyer des jeunes Athéniens en sacrifice au minotaure, pour les perdre dans le labyrinthe. Mais Hercule était maintenant prêt pour son 8e travail, et celui-là l'emmènerait en Thrace, au nord-est de la Grèce. Eurysthée envoya Hercule capturer et ramener un groupe terrifiant de 4 juments, des chevaux terrifiants, parce que ces 4 juments se nourrissaient de chair humaine. Elles appartenaient au roi de Thrace, Diomède. Le roi les avait depuis toujours nourris avec la chair de serviteurs qui lui avaient déplu, ou de visiteurs qui avaient espéré trouver un abri dans son palais, et qui avaient terminé jetés en pâture aux juments. Diomède était un demi-dieu, comme Hercule. Il était le fils d'Arès, dieu de la guerre, et d'une princesse. De son père, il avait hérité la brutalité et la cruauté, et aucune négociation ne serait possible avec Diomède. Les juments devraient être volés. Héra et Eurysthée espéraient que le roi de Thrace les débarrasserait d'Hercule. Non seulement les 4 juments étaient très féroces et dangereuses, mais le roi Diomède lui-même était un ennemi puissant et implacable. Hercule voyagea jusqu'en Thrace. Il s'introduisit dans le palais et vola les juments. Mais bientôt, il fut pris en chasse par Diomède et ses hommes. Dans leur écurie, les juments restaient attachés à une mangeoire. Mais dès que Hercule les avait détachées, elles étaient devenues agressives, et il devait faire appel à toute sa force pour les contrôler et éviter de se faire dévorer vivant. Avec les 4 chevaux reliés par une lourde chaîne, il avait pris le chemin de la Grèce, et il voyageait nuit et jour. Mais Diomède était à ses trousses, et il se rapprochait. Le combat était inévitable. Avec bien du mal, Hercule sortit vainqueur de son duel contre Diomède, et il l'acheva avec une hache, avant de le jeter en pâture à ses propres chevaux pour les calmer. Une fois les juments repus, il put les museler et les ramener à Eurysthée. Le roi prit possession des juments, les dédia à Héra, et c'est ainsi qu'Hercule conclut son 8e exploit. Hercule n'en avait pas fini avec la progéniture d'Arès. Pour sa 9e épreuve, Eurysthée voulait profiter de la situation pour faire plaisir à sa fille. Sa fille voulait la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Hippolyte était une fille d'Arès, et son père lui avait offert cette ceinture comme symbole de son pouvoir sur la tribu des Amazones, une tribu de féroces guerrières. Les Amazones vivaient loin de Grèce, sur les côtes de la mer Noire. Et Hercule rassembla un groupe de compagnons pour faire voile vers leur pays. Quand ils arrivèrent, la reine Hippolyte reçut Hercule avec égard, parce que le récit de ses exploits avait atteint leur terre, et que les Amazones respectaient la force et la bravoure. Elle accepta même de lui donner la ceinture, et il semblait que pour une fois, cette épreuve allait être facile. Mais Héra veillait, et n'allait pas le laisser s'en sortir si facilement. Elle prit la forme d'une Amazone, et elle se mêla aux guerrières pour semer les graines de la discorde. Elle prétendit qu'Hercule était venu enlever la reine, ou pire, la tuer. Les Amazones s'alarmèrent, et elles se rendirent immédiatement, à bride abattue, auprès d'Hercule, pour le surveiller et le questionner.
Mais quand Hercule les vit arriver, au grand galop, il pensa qu'Hippolyte avait conspiré contre lui, et n'allait pas lui donner la ceinture. Pris de rage, devant ce qu'il pensait être une trahison, Hercule se jeta sur Hippolyte, et la tua pour s'emparer de la ceinture, avant de prendre la mer. Les Amazones n'eurent pas le temps de le rattraper, et elles ne purent pas le suivre sur la mer. Et il put revenir auprès d'Eurysthée pour lui remettre la ceinture, achevant ainsi son 9e travail. Les Amazones étaient un mythe récurrent dans la Grèce antique. Selon les auteurs, on les retrouve dans différentes régions, au nord ou au sud de l'Anatolie, et parfois même du côté de la Libye. Elles apparaissent dans l'histoire de la guerre de Troie comme alliées des Troyens contre les Grecs. Il est possible que ce mythe des Amazones ait une origine dans les steppes au nord de la mer Noire, où existaient des guerrières. Des tombes de femmes combattantes ont été découvertes là-bas. Mais le terme Amazone est passé dans le langage moderne pour qualifier les femmes qui se battent, littéralement ou au sens figuré. C'est aussi ce mythe qui explique que le plus grand fleuve et la plus grande forêt du monde soient appelés Amazone et Amazonie. Quand des exploreurs ont descendu pour l'une des premières fois le fleuve Amazone, ils ont vu sur les berges des indigènes aux cheveux longs et noirs, qui leur ont fait penser aux Amazones de la mythologie. Ce mythe des Amazones a aussi intéressé les psychologues, parce qu'évidemment il apparaît dans une société grecque où l'idée d'une femme guerrière est presque farfelue. On peut trouver des guerrières dans la mythologie, dans le Panthéon. Athéna ou Artémis, par exemple, ont des qualités guerrières ou de chasseuses qu'on prête plus généralement aux hommes. Mais dans la réalité, non, les femmes n'ont pas le droit de prendre les armes. De manière générale, la société grecque considérait les femmes comme des mineurs et leur donnait moins de droits que beaucoup d'autres sociétés antiques. Les femmes ne pouvaient pas être citoyennes, elles n'avaient pas de droits politiques, elles ne participaient pas à la vie publique, et elles sont non pas absentes, mais toujours en retrait dans les mythes. Elles comptent dans les mythes surtout pour les motivations, les actions ou les sentiments qu'elles inspirent à des hommes. Il n'y a pratiquement pas de mythe centré sur un personnage féminin. Le héros est un homme, et quand il y a une exception, comme celui de Pandore, qui répand des malheurs sur le monde, je vous raconterai un jour ce mythe, la femme n'a pas vraiment le beau rôle. Donc, à l'exception des déesses, les femmes ne sont pas des sujets dans les mythes grecs. Elles sont très stéréotypées. Il y a la bonne épouse et la mère dévouée, comme Pénélope, la femme d'Ulysse. Il y a la femme tentatrice qui provoque des catastrophes malgré elle, comme Hélène de Sparte, qui devient le prétexte de la guerre de Troie. Ou encore la femme victime que Zeus séduit ou trompe pour coucher avec. Et en général, un héros en naîtra. Donc c'est intéressant de voir ce contre-exemple isolé des Amazones au milieu de ça. Elles représentent quand même tout ce que la femme grecque n'est pas et n'a pas le droit d'être. Pour les auteurs qui racontent ces histoires, il a dû y avoir un mélange de répulsion et de fascination pour ce contre-modèle de la société grecque. Peut-être aussi que la fiction, en l'occurrence les mythes, a une fonction d'exutoire, en mettant en scène quelque chose qui est impossible dans la réalité. Maintenant qu'Hercule était rentré du pays des Amazones, il était prêt pour sa 10e épreuve. Eurysthée et Héra décidèrent de l'envoyer encore plus loin, à l'extrême ouest de la Méditerranée. Ils le chargèrent d'obtenir le bétail de Gérion,
un géant qui vivait sur une île, près de là où le soleil se couchait, loin en Occident. Gérion était un monstre terrifiant à 3 têtes, et il possédait un molosse à 2 têtes, qui était d'ailleurs le frère de Cerbère, le chien à 3 têtes qui montait la garde à la porte des enfers. Malgré sa laideur, son isolement et sa brutalité, Gérion prenait grand soin de son cheptel, et son bétail était réputé être le plus magnifique au monde. C'était un long voyage, et Hercule dut traverser le désert de Libye pour atteindre l'île de Gérion. Frustré par la chaleur et le temps qui s'étirait toujours plus, et par la fatigue, Hercule se laissa aller à tirer une flèche vers le soleil, par colère. Le soleil, Hélios, fut tout de même impressionné par son courage, alors il lui donna un cadeau. Une coupe en or, qui permettait de voyager d'est en ouest en quelques heures, comme le soleil lui-même le faisait. Grâce à cette coupe dorée, Hercule put arriver à l'île de Gérion en quelques heures. Mais dès qu'il arriva, le chien à 2 têtes l'attaqua. Ce chien n'était pas bien dangereux pour Hercule, qui s'en débarrassa d'un seul coup de massue. Mais le bruit avait attiré Gérion, qui fit son apparition, chacune de ses 3 têtes coiffée d'un casque. Le géant était bien trop grand pour être menacé par une massue, et avec ses 3 paires d'yeux, on ne pouvait pas se cacher de lui. Heureusement, Hercule avait ses flèches empoisonnées. Il en tira une si puissamment qu'elle transperça le front du géant. Gérion agonisa rapidement, et Hercule pouvait maintenant repartir vers la Grèce avec le bétail, dont la réputation n'était pas surfaite. Effectivement, les bêtes étaient splendides. Mais le voyage était long, et une fois encore, Héra était là pour l'arrêter. Elle envoya un taon harceler et piquer les animaux pour qu'ils se dispersent, et le troupeau se délita. Il fallut 1 an à Hercule pour rassembler à nouveau les bêtes et tenter de reprendre son voyage. Une fois encore, Héra essaya de l'arrêter. Elle provoqua une inondation qui fit gonfler une rivière, tant et si bien qu'Hercule ne pouvait plus la traverser avec les animaux. Mais il n'était jamais à court d'énergie et d'idées. Il empila des pierres dans la rivière pour la rendre moins profonde, créant un passage pour traverser. Après plusieurs mois de plus, il atteint enfin la cour d'Eurysthée, où le bétail fut sacrifié en l'honneur d'Héra, qui avait pourtant tout fait pour que ça n'arrive pas. Hercule n'était plus qu'à 2 travaux de compléter ses épreuves, et Héra et Eurysthée étaient maintenant inquiets de le voir réussir. Comment rendre les choses encore plus difficiles? Peut-être en l'envoyant dans un endroit dont personne ne savait où il était. C'est ainsi qu'apparut l'idée de son 11e travail. Eurysthée demanda à Hercule de lui apporter 3 pommes d'or, 3 pommes d'or du jardin des Hespérides. Les Hespérides étaient les nymphes du soir, les êtres du crépuscule qui vivaient loin à l'ouest. Elles étaient les filles du titan Atlas qui soutenait le monde sur ses épaules. Et elles veillaient sur un verger, un magnifique jardin appartenant à Héra, où poussaient ces pommes d'or extraordinaires. La déesse aimait beaucoup ce jardin. Lors de son mariage avec Zeus, différents dieux lui avaient offert des cadeaux. Et parmi les dieux, la déesse de la terre, Gaïa, lui avait offert des branches portant ces pommes d'or. Héra les avait beaucoup aimées,
et avait demandé à Gaïa de planter de tels pommiers dans son jardin des Hespérides. Ces Hespérides, les nymphes, avaient pour tâche d'entretenir le jardin, mais à l'occasion, elles cueillaient des pommes pour elles-mêmes. Et comme Héra n'aimait pas partager, ni voir le petit personnel la voler, elle avait placé un dragon qui ne dormait jamais dans le jardin pour le surveiller. Son emplacement était très loin à l'ouest, mais personne à part Héra et quelques êtres doués d'un grand savoir savaient où était ce jardin. Hercule ne savait donc pas où aller. Alors il alla consulter un de ces êtres, l'un des plus anciens dieux du monde, le père primordial de l'eau, qui était plus vieux que Poséidon lui-même, Nérée, souvent appelé le vieux de la mer. Nérée n'avait pas de sympathie particulière pour Héra, ni aucun des dieux d'ailleurs, et il aida Hercule en lui indiquant le chemin, très loin à l'ouest. Hercule se mit en marche, et, parvenu près du bord du monde, loin à l'ouest, il rencontra Atlas, le titan, qui portait le monde sur ses épaules. Hercule eut une idée. Lui-même ne pourrait pas rentrer dans le jardin des Hespérides, mais Atlas en était le voisin, et il était le père des Hespérides, donc personne ne s'étonnerait de l'y voir. Alors Hercule lui proposa de soutenir les cieux à sa place pour un moment, pour que le titan puisse se reposer un peu, visiter ses filles, et en contrepartie, il lui rapporterait 3 pommes d'or. Atlas accepta, et ni les Hespérides, ni le dragon ne s'alarmèrent de le voir. Avant de repartir du jardin, Atlas cueillit discrètement 3 pommes et retourna voir Hercule. Mais le titan avait pris goût à la liberté. Quand il retrouva Hercule, il refusa de reprendre les cieux sur son dos. Mais Hercule y avait pensé. Il dit à Atlas que c'était juste, et qu'il était d'accord pour prendre sa place pendant que le titan irait en Grèce rapporter les pommes d'or à Eurysthée. Mais qu'avant, il avait besoin d'ajuster son manteau, et il demanda à Atlas de reprendre les cieux, juste un instant. Le titan était naïf, il ne sortait pas beaucoup, et il accepta. Dès qu'il eut repris les cieux, Hercule saisit les pommes, prit ses affaires et partit, sans prêter attention aux protestations d'Atlas. Eurysthée et Héra furent une nouvelle fois consternés par le succès d'Hercule. Il ne leur restait plus qu'une épreuve, plus qu'un obstacle à lui opposer. Donc il fallait imaginer le plus dur de tous les défis. Et ils conçurent son 12e travail. Ils demandèrent à Hercule de descendre aux enfers pour capturer Cerbère, le chien à 3 têtes qui en gardait l'entrée. Le monde souterrain des enfers était un lieu terrifiant, où régnait Hadès, qui faisait les lois à sa convenance. Même de grands héros y avaient échoué. Pour préparer sa descente dans le monde souterrain, Hercule se rendit à Athènes pour y être initié à ces mystères. Les dieux Athéna et Hermès le guidèrent dans son apprentissage jusqu'à ce qu'il soit prêt. Hercule descendit dans une des cavernes réputées pour être l'un des passages qui communiquaient avec le monde des morts. Et après un long moment d'errance dans cet endroit sombre et froid, il trouva Hadès et lui demanda sa permission pour emporter Cerbère à la surface. Hadès connaissait son histoire et ses 11 travaux, et il savait comment Héra avait tout fait pour l'empêcher de les accomplir, allant jusqu'à tricher pour parvenir à ses fins. Il était ravi de la punir
pour sa mesquinerie et sa rancune. Alors il donna sa permission à Hercule, mais à une condition. Hercule devrait soumettre Cerbère sans armes, pour ne pas le blesser. La tâche était rude, mais Hercule parvint à maîtriser Cerbère avec ses mains nues. Un nouveau succès. Il retourna à la surface avec Cerbère et émergea dans le Péloponnèse, prêt à remettre le chien des enfers à Eurysthée. Le roi fut terrifié, une nouvelle fois, et il s'enfuit pour se cacher dans la même jarre où il s'était déjà caché quand Hercule lui avait apporté le sanglier d'Érymanthe. Il en fut tellement effrayé qu'il offrit à Hercule de le libérer de tout autre travail s'il remportait Cerbère en enfer. Et ainsi fut fait. Après des années de service à Eurysthée, dans l'ombre menaçante et vengeresse d'Héra, après 12 travaux impossibles et pourtant accomplis, Hercule était enfin libre. Par sa bravoure, sa force et son intelligence, il avait racheté les péchés que Héra lui avait fait commettre. Ces 12 travaux n'avaient pas seulement effacé ses tâches, ils l'avaient rendu plus fort, plus mûr, plus sage, plus familier avec les secrets du monde. À travers ce voyage, il avait appris sur le monde et sur lui-même, il avait réfléchi. Et nous aussi, en suivant ses traces et en vibrant à ses exploits. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Vous pouvez maintenant vous laisser aller et vous endormir si vous le souhaitez, ou choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour une autre aventure. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves,